aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec mes deux collègues que je vais vous présenter. On va faire un focus vraiment sur les technologies immersives audio. Donc, n'hésitez pas aussi à poser des questions ou si quelque chose n'est pas clair, vous pouvez aussi les stopper tout de suite. Alors, juste avant de leur donner la parole, je voulais vous donner un lien qui est notre site forum. Alors, c'est forum.ircam.fr. Et depuis avant-hier, nous avons aussi ouvert un forum spécifique, disons, pour la commercialisation de nos technologies qui sont soit accessibles via un abonnement annuel, soit à l'unité. Et là, on a la sortie d'un logiciel qui s'appelle ASAP, qui est de... Oui, tu peux juste cliquer sur ASAP. C'est un... ah, bon. Qui est un logiciel de traitement sonore de haute qualité dont on a parlé l'année dernière. Et là, on a la version 2 qui est sortie. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site. Vous allez trouver les informations. Et sur le YouTube du forum IRCAM, vous allez aussi trouver beaucoup de tutos, beaucoup d'informations et des films sur nos logiciels. Voilà. Bon, si vous voulez, on pourra en reparler à la fin de la conf si vous avez des questions spécifiques. Alors, je laisse la parole à mes deux collègues. Donc, Benoît Larry, qui est chercheur à l'IRCAM dans l'équipe espace acoustique et cognitif, et Clément Serle, qui est ingénieur du son et qui va nous parler de façon très spécifique des technologies audio immersives. Voilà. À vous. Merci. Bonjour. Moi, je m'appelle Benoît. Je suis également le Canadien de l'IRCAM. Donc, j'espère que vous êtes habitués un peu à l'accent. Je vais faire attention. Et mon collègue Clément Serle, avec un S, c'est de ma faute. Je prends toutes les responsabilités pour avoir escamoté son nom. Pardon. Oui, bonjour. Donc, on va faire, en tout cas pour la présentation, on va se concentrer surtout sur le paramètre de réverbération par rapport à la thématique de Benoît et voir en tout cas nous de notre côté, côté plutôt production, comment on peut se servir justement de ces nouveaux outils et comment ils vont s'intégrer dans des productions. Et moi, je vais en fait donner la perspective de l'équipe de recherche et comment on approche en fait les technologies immersives sonores et comment on peut combiner nos travaux de recherche en technologies qui sont utiles pour le spectacle vivant. Donc tout d'abord, moi je fais partie d'un labo de recherche qui est à l'intérieur de l'IRCAM qui s'appelle le STMS, le Laboratoire de sciences et technologies de la musique et du son. Et donc en quelques chiffres, juste pour donner une idée du laboratoire. En 2024, on avait 31 doctorants et on était 20 ingénieurs et 49 chercheurs. Et en fait, dans la vie de tous les jours, on doit publier des articles et tout ça. Mais la particularité de l'IRCAM, c'est qu'on est également amené à développer de la technologie. Et donc, je vais un peu me pencher sur quelques exemples. Et moi, spécifiquement, je fais partie d'une équipe qui s'intéresse à la reproduction des sons dans des environnements immersifs. Donc, ça inclut des salles où on a plusieurs haut-parleurs, une reproduction binaurale sur casque d'écoute, et également des scènes objets pour la réalité virtuelle, et bon, tous les sujets, disons, d'actualité. Et un peu juste pour mettre le cadre de notre champ d'action, si on part d'une salle de concert, par exemple, mais on veut s'intéresser à la perspective sonore de quelqu'un dans l'auditoire. Et donc, on va considérer le son qui arrive de la scène, typiquement, ça c'est évident. Mais ensuite, il faut aussi s'intéresser au son qui est réfléchi sur les surfaces avant d'atteindre les deux oreilles de l'auditoire. Et aussi s'intéresser à ce qui se passe ensuite, ce qu'on va appeler la réverbération. Et non seulement on s'intéresse à cette perspective, mais aussi à comment les deux oreilles vont percevoir la directionnalité des sons et comment reproduire ça, par exemple, soit en haut-parleur ou en casque d'écoute, et aussi sur la perspective de d'autres personnes dans l'auditoire. Donc,
Normalement, nous, on va un peu simplifier le truc et faire une couche intermédiaire en se disant on va représenter le son sur une sphère et pour en faciliter la reproduction. Et donc ça, c'est une façon. Et de l'autre côté, on va aussi s'intéresser à une reproduction d'une scène virtuelle dans une salle réelle. Et donc on a les deux côtés de la chose. Au fil du temps, nos résultats de recherche ont servi à développer des logiciels, dont le SPAT, dont certains seront familiers. C'est une suite d'outils développés pour Max MSP qui permettent vraiment de spécifier plein de niveaux de détails sur la configuration des haut-parleurs dans la scène, prendre en compte des micros sphériques et des choses comme ça. Et donc, au fil du temps, cette suite d'outils-là nous a permis de développer une façon de travailler avec nos équipes de production qui permet... ouais. Ils ne savent malheureusement pas coder. Donc là, c'est un petit vidéo, un exemple. En fait, c'est juste pour montrer tout est très modulaire dans ces outils-là. C'est la nature de Max MSP. Et il y a toute une documentation derrière qui semble un peu complexe, peut-être intimidante à première vue, mais ça finit par être rapidement accessible et aussi ça donne beaucoup de pouvoir d'action pour les créateurs, en fait, pour pouvoir vraiment définir. Là, dans cet exemple-là, c'est changer une trajectoire d'un son sur une configuration de haut-parleur donné. Au fil du temps, ça a aussi donné lieu à des partenariats commerciaux où la technologie du SPAT s'est retrouvée chez des compagnies. On a aussi nos partenaires de longue date, Amadeus, qui sont ici avec nous, qui a aussi ouvert une boîte qui s'appelle Holophonics récemment. Et donc, tous les aspects de spécialisation, on a les outils internes qui ont des débouchés aussi commerciaux éventuellement. Et plus récemment, on s'est intéressé à comment créer, en fait, c'est un projet qui s'appelait Continuum, un projet France 2030. On s'est intéressé à comment créer des continuums dans les techniques de production, donc à partir de nos outils de recherche jusqu'aux productions artistiques. Ça a donné lieu à des expériences où on a voulu mettre certains de nos outils dans des outils de développement de jeux vidéo qui sont très utilisés aussi maintenant pour la production. Donc là, on a commencé un chantier où on apporte certaines de nos briques du SPAT vers des plugins qui sont utilisables dans Unreal ou Unity. On a aussi fait des tests de stream. Donc, on veut, en fait, ce qu'on voudrait, c'est prendre une scène, par exemple, une scène ambisonique, qui est typiquement dans notre salle de concert à l'IRCAM. Et on voudrait l'envoyer sur le cloud et ensuite passer dans un engin de jeu vidéo pour faire une rediffusion en réalité virtuelle. Donc là, on a fait plusieurs prototypes et on vise à continuer sur ces cas d'usage-là pour faire évoluer les standards et nous permettre de faire des streams plus efficaces en temps réel. Merci. Moi, je vais juste présenter un petit peu l'équipe de production pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc l'IRCAM, c'est en effet, je pense, pour moitié des équipes de recherche sur différentes thématiques et différents labos, comme Espace Acoustique et Cognitif, mais c'est aussi du coup une équipe de production. Donc le service recherche compte à peu près 50 personnes. À la production, on est plus petit, on est autour de 20 personnes qui se répartissent vraiment entre des postes techniques, comme du coup les ingénieurs son, des régisseurs généraux, et des postes plus particuliers au microcosme IRCAM, qui sont justement des RIM, réalisateurs en informatique musicale, qui vont être justement des profils à la fois musiciens, techniques, mais aussi codeurs et développeurs, qui vont justement faire le pont typiquement entre des équipes de recherche, ou même participer à des thématiques de recherche, pour voir comment on peut adapter certaines choses qui peuvent être à l'état encore assez théorique ou encore embryonnaire, pour les appliquer à des thématiques de production, donc de spectacle, qui doit tourner, qui doit fonctionner sur différents setups. Donc, l'IRCAM, au niveau du centre de production, c'est à peu près une 60aine de concerts par an. On se diversifie aussi beaucoup sur, par exemple, la majorité de l'activité est évidemment sur le concert live, mais on a aussi des projets d'installation, comme par exemple, cette année, on a une installation à l'Institut du monde arabe avec le projet Samas de Zad Moultaka, ou le projet Silent Echo de Bill Fontana, qui a essayé de rendre le son des cloches de Notre-Dame.
En ce qui est des gros rendez-vous annuels, du coup, les grands rendez-vous de l'IRCAM sont justement le Festival Manifeste en juin, où on fait une grande partie de l'activité de création, et plusieurs rendez-vous dans l'année, comme les concerts Électro-Odyssée, où on se confronte plutôt à la musique électronique, avec des résidences d'artistes électroniques, comme par exemple Dina Abdelwahid, qui vient de faire un concert le mois dernier. Sachant que le cœur de l'IRCAM est plutôt centré autour de la musique contemporaine, mais pas que. On a également le forum dont Paola peut nous parler. Oui, on a aussi des forum sessions. J'en profite pour faire la pub pour la prochaine, qui est le 18 décembre. Vous pouvez la suivre en live streaming. Ça sera Molécule, vous connaissez, c'est un artiste qui est venu à l'IRCAM, qui a expérimenté certains outils et du coup, il aura une performance et puis l'explication de ces outils en direct live depuis le Studio 5 à 19h. Le 18 décembre, vous pouvez vous connecter sur le YouTube IRCAM. Et ce qui est intéressant avec ces sessions, c'est justement que le forum présente ses outils à un artiste qui vient d'un milieu un peu autre pour voir comment il peut confronter ses pratiques à l'utilisation de ces plugins et voir comment il peut intégrer. Il y a vraiment plutôt une dimension vraiment expérimentale pour pouvoir justement confronter des usages qui viennent plutôt de la musique actuelle avec nous qui sommes plutôt dans la musique contemporaine. Oui, et donc nous, de notre perspective d'équipe de recherche, en fait, ce qui nous intéresse, c'est vraiment comprendre tous les défis, tous les points d'étape entre la capture d'un son et sa reproduction dans un système, disons, qui peut varier d'une salle à l'autre. Et donc là, typiquement, on va souvent considérer en fait la capture d'un son sur une sphère avant de la reproduire dans différentes salles. Et donc, il y aura un processus de capture où là, on doit faire l'analyse et, disons, le traitement de signal sur des réseaux de micros. Et ensuite, quand on veut reproduire la scène, en fait, on veut être en mesure d'être agnostique de la salle. Donc, on veut à la fois pouvoir reproduire la même scène acoustique et sonore sur un réseau de haut-parleurs sphériques ou dans des studios et également dans des salles de concert. Et là où on a un défi encore plus, c'est si on veut permettre une reproduction en binaural, c'est-à-dire reproduire les sons en stéréo, mais en prenant en compte l'effet de la tête et des oreilles sur notre capacité à percevoir la directivité des sons. Et donc ça implique également de prendre en compte la forme et la forme individuelle des oreilles pour permettre aux personnes en fait, de capter le côté immersif d'une scène malgré qu'elle est reproduite en stéréo. Donc là, je vais rentrer un peu plus dans mon champ de recherche personnel. Et donc, on va parler d'acoustique et comment on reproduit l'acoustique dans un contexte de reproduction immersive. Donc là, si je fais jouer un son sans acoustique, donc là, on entend bien, il n'y a aucune acoustique. C'est un son qui a été enregistré dans une salle anéchoïque, donc spécialement conçu pour ne pas avoir d'écho dans la salle. Si on replace le même son dans 3 salles différentes, là, je vous demande en fait de vous projeter, d'imaginer quel type de salle dans laquelle on est en ce moment. On est où? Une piscine? Une piscine? Peut-être. OK, on va voir. Hector, tu penses? On était où? Sous un pont, OK, ouais, c'est bon, des réponses originales. Et là, une dernière. Il y a une sacrée light. Hein. Ah ouais. Il y a un château d'eau ou la bourse du travail. Hein. Donc, bon, la première, c'était l'église Saint-Eustache, qui est pas une piscine, mais bon, peut-être il y a des similitudes. Et les 2 autres, en fait, c'était des acoustiques complètement synthétiques qui ont été créées avec un algorithme qu'on développe dans l'équipe qui permet en fait de prendre en compte la directivité de la réverbération.
Et donc, à partir de l'algorithme, on peut spécifier en fait les caractéristiques de la réverbération et créer un son qui sonne quand même naturel. Mais comme on entendait, bon, pour la dernière, en fait, c'était une réverbération très exagérée qu'on ne trouverait pas facilement dans la vraie vie. Et donc, c'est un peu ça l'idée, c'est qu'on veut à la fois être en mesure de simuler des environnements réalistes, comme un bureau, typiquement, et des environnements complètement abstraits pour des applications plutôt artistiques. Et donc, juste, c'est un petit bout de théorie pour comprendre. En fait, une réverbération, on parle bien d'une série d'échos, hein, c'est les ondes sonores qui reflètent sur les surfaces. Et donc, typiquement, on peut représenter ça dans une série d'échos qui évoluent et qui perdent l'amplitude au fil du temps. Et là, si on parle de son immersif, ben, on s'intéresse également à la direction que les ondes sonores prennent pour chacune des réflexions. Donc, on veut être capable d'avoir un algorithme qui va permettre à Jean-Paul Sartre d'entendre avec ses deux oreilles. Et donc, il y aura plusieurs niveaux de complexité, mais ça devient en fait tellement complexe si on parle de milliers et de milliers de réflexions. Donc, à la fin, on va un peu tricher sur les tendances qu'aura la réverbération pour la rendre immersive. Et donc, ben nous, typiquement, dans notre travail, on peut être amené à faire des expériences de mesure acoustique, où là, on va visiter différents lieux pour capter à l'aide d'un micro comment l'acoustique se comporte. Et donc, on va émettre un son et on va l'analyser après l'avoir capturé avec un micro. Et là, on voit aussi la salle d'acoustique variable de l'IRCAM qui nous permet aussi de créer des cas très intéressants pour la recherche. Ce n'est pas juste une salle de concert, hein, c'est une salle où on peut, en fait, chacun des panneaux peuvent varier. Je crois que j'ai un petit... Ah, c'est plus loin. J'ai une petite animation plus tard. Donc, j'en reparlerai. Et donc, en fait, nous, on va s'intéresser à comprendre les tendances un peu presque statistiques des échos dans le temps et au niveau des fréquences. Et c'est avec ces paramètres-là qu'on va être capable de recréer une réverbération artificielle qui reproduit la salle. Et là, bon, il y a toute une panoplie d'algorithmes avec des niveaux de précision variés. Là, on a un exemple où on peut en fait simuler la propagation sonore comme si elle était de la lumière. Donc là, on parle de ray tracing. On a développé des outils à l'interne qui permettent de faire cette reproduction-là. Je vais laisser mon collègue parler de... Merci. Ouais. Donc oui, c'est très intéressant justement le principe de pouvoir de cette réverbération, notamment par rapport à la salle de l'IRCAM. Du coup, tu n'as pas de slide Bon, on peut la réexpliquer si tu remontes la photo. Attends. Non, remonte la photo sinon. Ah ouais, allons-y. Donc du coup, l'espace de projection, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est du coup la salle, notre salle de concert qui a réouvert il n'y a pas longtemps. Voilà, comme on peut le voir sur l'image, en gros, c'est vraiment tout un maillage de panneaux qui ont trois faces. Donc une face absorbante, qu'on peut voir ici, une face diffusante, qui va être du coup des faces biseautées pour vraiment renvoyer le son dans toutes les directions, et une face réfléchissante, qui va être du coup une face plate. Donc tous les panneaux de la salle, y compris ceux du plafond, peuvent justement tourner et modifier l'acoustique. Et on passe typiquement en salle mat, où tu auras les meilleurs chiffres que moi, mais on doit être en dessous d'une seconde de réverbération, à plus de 5 secondes quand on est vraiment... je ne sais plus les chiffres, mais ouais. Ouais, à peu près. Quand on est vraiment dans la piscine, c'est vraiment grand. Est-ce qu'il y en a qui connaissent cette salle, qui sont déjà venus peut-être pour un concert ou pour... Donc voilà, je vous invite à venir pour les prochains concerts. Donc c'est nouveau pour tout le monde. Voilà, c'est une salle très convoitée par les artistes. Peut-être juste, ce qui est intéressant au niveau acoustique, c'est qu'on peut à la fois supporter des spectacles acoustiques avec une réverbération naturelle, ou plutôt une salle qui serait plutôt neutre acoustiquement, pour là utiliser les haut-parleurs et augmenter l'acoustique avec des algorithmes. C'est qu'on peut faire une petite digression avec les gens de Amadeus qui sont chez nous, mais en ce moment on a plusieurs travaux de recherche sur l'acoustique active. Il y a déjà pas mal d'acteurs du métier qui font déjà des choses. Et là, l'idée, ce serait pareil, de pouvoir profiter, vu que le système en fixe de la salle comporte un système de 89 haut-parleurs maillés sur toute la salle, de pouvoir justement, à l'aide de microphones et de
Benoît en parle mieux que moi, mais de pouvoir justement ajouter une couche acoustique qui ne soit pas qui est logicielle, mais qui ne passe pas par un micro envoyé dans une reverb, qui est vraiment juste renforcer le son acoustique, donc finalement renforcer l'acoustique de la salle. Tu me corriges si je me trompe. Super. Oui, donc pour la partie production, donc pour faire un petit pas de côté sur nous, nos contraintes à la production par rapport à justement les thématiques typiquement de Benoît qui vient avec un super optique et elliptique. Nous, en tout cas au niveau du travail de création au sein de l'IRCAM, on se retrouve toujours à travailler sur un travail de création, comme on l'a dit. C'est-à-dire qu'on suit le projet vraiment de bout en bout, du début jusqu'à la fin. Et l'idée est vraiment de faire quelque chose de sur mesure pour chacune des productions. On travaille en général avec des compositeurs et des compositrices pour des pièces orchestrales avec électronique, mais pas que. Donc l'idée, c'est vraiment justement d'avoir un concept et un système propre qui colle au mieux à l'œuvre qui va être présentée. On va aussi avoir, pas tout de suite, on va aussi avoir bien sûr une contrainte de pouvoir faire que cette œuvre soit évidemment pas que quelque chose qui soit créé dans l'espace de projection pour un dispositif énorme avec 120 haut-parleurs, mais aussi d'avoir quand même cette réflexion-là, de voir quelque chose qui puisse tourner, être diffusé et présenté dans des salles qui vont évidemment avoir des systèmes différents ou plus petits, sur lesquels il va falloir réfléchir. Et bien sûr, au sein de nos productions, on va avoir aussi plusieurs variétés de choses, que ce soit des pièces pour grand orchestre dans les grandes salles, à des pièces plus petites pour solistes, de l'installation, du travail avec des musiciens électroniques. Donc vraiment, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on n'est pas du tout sur un processus un peu standardisé, comme ça peut l'être par exemple dans le milieu du cinéma ou le milieu de la musique, avec, dirons-nous, une chaîne de traitement assez standard. Là, l'idée vraiment à l'IRCAM, c'est qu'on fait toujours un peu du sur-mesure, on est quand même dans un travail exploratoire. Donc c'est pour ça que les outils utilisés dans le cadre des productions doivent vraiment être modulables et pouvoir s'adapter à la production. Donc je vais présenter quelques outils qu'on utilise, dont un majoritairement qui est donc Panoramix. Donc là, l'idée, c'est comme Benoît parlait, il y a une grande librairie qui a été créée à l'IRCAM, qui est le SPAT, qui a été créé dans les années 90 par Jean-Marc Jotte, qui depuis est développé par Thibaut Carpentier. Donc c'est vraiment développé au sein de l'IRCAM. L'idée, c'est que c'est vraiment une grande boîte à outils qui permet plein de choses. Et donc qui peut s'adapter soit à un langage de programmation via MaxMSP ou même en code, soit via des logiciels pour justement les néophytes comme nous, qui pourront l'utiliser du coup dans le cadre de production. Donc Panoramix, typiquement, est basé du coup sur le SPAT, va avoir une approche plutôt console processeur de diffusion, c'est-à-dire qu'on est vraiment là pour rentrer des sources, pouvoir les spécialiser sur différents setups. Donc à l'aide justement, l'idée c'est d'avoir plutôt une multiplicité de sources, si on travaille avec des microphones sphériques comme dont parlait Benoît, des sources mono, des sources stéréo, des flux ambisoniques, et de pouvoir utiliser plusieurs lois de panning différentes, justement en fonction de l'utilisation. En fait, par rapport à d'autres solutions logicielles, l'idée est d'avoir quelque chose qui puisse être vraiment paramétrable un peu à l'extrême, afin de pouvoir s'adapter vraiment à plein de cas de figure et plein de typologies. On y reviendra après plus précisément quand on parlera de production, mais c'est pour présenter un peu rapidement. Et pour ce qui est de la réverbération, du coup, désolé. On va avoir, grâce à justement ce logiciel, plusieurs solutions. Donc, soit justement, comme Benoît le présentait, les réverbes numériques par modèle classique de FDN. Donc, ça va être justement des reproductions d'espace. Soit justement des réponses impulsionnelles mesurées avec les microsphériques, comme celui dont parlait Benoît, qui peuvent être intégrées et justement, via ce logiciel, pouvoir être utilisées dans le cadre d'une production. Voilà, Panoramix du coup peut justement se piloter en OSC via le plugin Oscar ou via d'autres logiciels. Il y a un support ADM actuellement, vu que c'est le mixage objet commence à heureusement un peu se démocratiser et se standardiser. Et ADM, c'est un format en fait pardon, oui, standard c'est vrai que où on peut avoir plusieurs objets sonores dans une scène et en fait créer un fichier qui est transportable pour pouvoir être joué plus tard. C'est un peu le pendant open source de Dolby Atmos pour ceux qui sont au cours. D'ailleurs, Dolby supporte aussi l'ADM. Et du coup, Panoramix est disponible sur le forum.
Voilà, c'est disponible sur le forum.ircam.fr. Vous pouvez le télécharger. Ça fait partie de l'abonnement forum. On pourra en reparler plus tard si vous voulez. Mais voilà, c'est un outil qui est disponible et je vous invite à le télécharger. Donc voilà, dans notre pratique, vraiment, nous, l'intégration va plutôt se faire niveau logiciel sur des outils comme justement Panoramix. On va pouvoir après, en fonction du projet, faire appel à différentes choses. Par exemple, il y a beaucoup d'outils qui sont développés sur les Max for Live, aussi présents sur le forum. On peut se retrouver à travailler avec Spat Révolution ou Holophonics qui sont avec nous. L'idée est vraiment qu'on on a une multiplicité d'outils qui intègrent les thématiques de recherche. Il y a un dialogue permanent justement avec les équipes afin d'intégrer les nouvelles solutions pour justement quand l'équipe de Benoît développe un nouvel algorithme de reverb, pouvoir l'intégrer à ce logiciel et l'utiliser très rapidement dans le cadre d'une production. Voilà. Ça, c'est une des particularités de l'IRCAM, c'est d'avoir toute une équipe de production derrière pour nous challenger sur nos algorithmes. Ça, c'est hyper utile d'avoir un dialogue constant. Oui, je crois que c'est vraiment ça qui est intéressant un peu dans ce genre de travail, c'est de pouvoir toujours confronter des choses quitte à se planter, hein, mais de pouvoir justement venir chercher des solutions un peu maison, un peu bricolées, pour justement un peu donner envie aux gens d'aller explorer. Parce que forcément, tout le monde n'a pas forcément le temps de lire des biblios entières de recherche ou de comprendre les différences subtiles entre les algos de panning. Et on est un peu là pour faire cette courroie. Et là, je vais donner plus d'exemples en fait sur la réverbération et comment on l'approche dans un contexte d'audio spatialisé et d'audio immersif. Donc là, je disais au début, en fait, on veut pouvoir capter une source sonore, la représenter sur une sphère et la reproduire dans différentes salles. Mais la source sonore, en fait, généralement, elle est dans une salle elle-même. Donc, il faut aussi considérer la directivité de la salle. Il y a quelques années, j'avais fait une expérience dans une salle d'opéra en Finlande où, en fait, on avait mesuré 97 sièges. On avait utilisé un micro sphérique. Donc là, on a essentiellement 25 micros sur une sphère qu'on a déplacé 97 fois. On ne s'est pas rendu à 100. Mon collègue avait trop faim, en fait, à la fin de la journée. Il nous manquait 3 captures pour avoir un chiffre rond, mais bon. Et donc là, les chiffres que vous voyez, en fait, c'est tous les points de capture sur le parterre. Ce qui nous a permis, en fait, ultérieurement, d'analyser le champ réverbérant pour différents endroits. Donc là, ce qu'on regarde, en fait, on est un peu la même perspective. Là, on a un plan où on regarde la salle vue d'en haut. On a la scène qui est tout en haut et le parterre. Et donc, chaque sphère représente le champ acoustique sur un siège à un moment donné. Et là, on est à l'instant 0, là où on a le son initial qui est joué. Donc là, on voit bien que la source sonore, elle était un peu sur la gauche de la scène. Et si on regarde plus tard, là, on est à 1 seconde, on voit bien en fait que chaque siège n'est pas identique. Et donc, dans ce cas-ci, vu qu'on observe d'en haut, on voit qu'il y a typiquement plus d'énergie sonore. Donc, le rouge représente plus d'énergie et le bleu moins d'énergie. Donc, on voit bien que sur certaines rangées, en fait, il y a comme un effet où il y a plus de réverbération qui vient d'en haut. Et donc, ça nous permet, en fait, de formaliser cet effet-là qui existe donc dans la vie de tous les jours, mais que nous, en tant qu'individus avec 2 oreilles, on n'est pas toujours apte à capter en fait ce qui se passe. Mais donc nous, on s'intéresse à être en mesure de reproduire toutes les particularités du son immersif. Et bon, ça donne lieu à plein de recherches intéressantes. Par exemple, à quel moment cette directionnalité-là, elle est perceptible ou pas? Et quel est le niveau de précision qu'on doit avoir dans cette reproduction. Et donc, comme Clément nous a mentionné, il y a un algorithme très classique qui nous permet de créer de la réverbération. C'est basé sur des lignes de retard, en fait. On va juste créer des copies du signal d'une source sonore et on va la retarder, on va la garder pendant quelques microsecondes et on va la réinjecter dans le système. Et là, on peut suivre un peu nos éléphants qui
qui attendent dans les lignes de retard avant d'être remixés ensemble et d'être atténués. Et donc, ça, c'est en fait, c'est à la base des algorithmes de réverbération artificielle. Et ça, c'est un algorithme qui a été créé dans les années 90 et qui est encore très utilisé. Et ça nous permet en fait de séparer vraiment les paramètres de réverbération du processus. Et donc, typiquement, dans un système immersif, ben, ce qu'on veut faire, on veut considérer la reproduction dans différentes directions et d'utiliser différents sous-réverbérateurs pour reproduire certaines caractéristiques. Et donc, par exemple, un cas d'usage qui nous occupe là en ce moment dans les équipes de recherche, c'est si on part d'un champ acoustique mesuré, on aimerait pouvoir automatiquement retrouver des paramètres de reproduction à l'aide d'un réverbérateur, mais qui est à la fois plus économe et qui est plutôt focalisé sur notre capacité de percevoir ou de ne pas percevoir certains détails. Et donc là, on a un algorithme qui nous permet de prendre une mesure captée et de automatiquement créer des paramètres de réverbération artificielle tout en réduisant le niveau de détail. On peut également, on est en train de développer des modes, disons, plus créatifs à notre outil de réverbération en modulant les paramètres. Et tout ça, en fait, nous permet à la fin d'avoir des applications plutôt créatives en créant des acoustiques qui ne sont pas réalistes. Ah, il n'y a pas beaucoup de son là, mais je ne sais pas si c'est possible. Et bon, et là, tout ça, c'est du travail qui continue. Et là, en ce moment, on est aussi sur des enjeux d'utilisation d'apprentissage machine pour comprendre automatiquement les caractéristiques d'une scène acoustique. Donc, on travaille beaucoup sur collecter des données ou simuler des données pour pouvoir nourrir des IA et comment automatiquement reproduire des acoustiques à partir de quelques paramètres. Et donc, ça, c'est des travaux futurs. Mais ce qui est intéressant aussi pour rebondir sur un peu la spécificité que tu discutais avec les late, c'est qu'aussi au niveau de l'algorithme qui a été montré que c'est charmants petits éléphants, super anime, c'est que l'idée c'est que justement le gros paquet d'écho à la fin n'est plus considéré que comme une réverbération un peu omni, un peu comme le phénomène qu'on peut avoir, je ne sais pas si on est au centre d'une église où finalement on n'a plus aucune localisation et tout vient un peu de partout. Et ce qui est quand même intéressant, toi, avec ton algorithme, c'est vraiment que tu peux commencer à donner des directions précises pour justement... En fait, c'est intéressant que tu mentionnes une église parce qu'on pourrait penser que ça devient de partout, mais en fait, l'architecture typique d'une église avec des hauts plafonds va créer un phénomène où la réverbération va monter, en fait. Et ça, on peut l'observer avec des analyses. On n'est pas toujours en mesure de s'en rendre compte quand on l'entend. Et ça demande un peu de conditions d'écoute idéalisées, mais ça, ouais. Je crois que dans la salle, il y a des scénographes ou en tout cas des étudiants en scénographie. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'intervenir, ça peut être aussi... voilà. Mais en tout cas, au niveau du design, ce qui est très intéressant, c'est que là où habituellement, justement, une reverb numérique va donner une espèce justement un petit enveloppement, on peut justement avec cette approche-là avoir des approches beaucoup plus fines, comme par exemple si on peut penser à des lieux couplés, genre je sais pas, j'ouvre un couloir sur une pièce gigantesque, je vais avoir vraiment une reverb très longue et énorme, mais qui vient juste d'une direction donnée. Ouais. A contrario, on a pu faire des essais justement sur la manipulation de reverb, sur le fait de reprendre des reverbs très localisés et les réexploser. Donc il y a vraiment en fait tout un champ de possibles qui est très intéressant, notamment pour la simulation d'espace, qui permet justement de pouvoir aller plus loin que les algorithmes habituels. Et le défi pour nous en recherche, c'est en fait, en même temps, il faut pouvoir prouver qu'on est capable de faire des choses hyper précises et hyper réalistes, mais on veut en même temps ouvrir les algorithmes à des applications créatives et les rendre aussi, disons,
compréhensible. Et là, ça, c'est un de mes défis à court terme, c'est que là, l'algorithme, il est assez complexe à manipuler. Et donc, là, je suis en train de refaire une interface graphique plus humaine pour permettre de prendre des décisions, disons, de design sur le truc. Et donc ça nous amène justement à l'utilisation de ces différents outils. Donc moi je vais plutôt m'orienter sur deux cas de production qui ont été faits dans les années. Donc la première c'est le spectacle L'Ombre qui était assez particulier. Donc ce spectacle a été créé à l'IRCAM en juin dernier par Blancali qui est du coup une chorégraphe avec sa compagnie et Edith Canadechesi à la musique. Le postulat de départ de ce spectacle, de la part de la compagnie Blancali, était vraiment de se poser des questions par rapport à la réalité virtuelle, qu'elle trouvait justement difficilement applicable au spectacle vivant, car tournait sur une expérience très renfermée et très solitaire finalement. Donc le pari était de dire, et si on essayait de faire un spectacle pour 200, 300 personnes, tout le monde avec des casques, avec de la chorégraphie, des danseurs, de la musique, finalement, comment on arrive à rentrer ce médium qui est un peu compliqué et assez enfermant dans une thématique de spectacle contemporain. Donc pour ça, le premier truc a été de trouver 200 casques, qui a été pas une mince affaire. Et donc d'allier plusieurs techniques, donc justement des casques avec des caméras qui permettent du coup de voir à travers. Donc c'est un peu comme la vision humaine, mais en un peu moins bien. Plus surimposer du coup des environnements virtuels afin de créer des calques pour justement pouvoir voir les danseurs, leur double virtuel, créer des univers. Donc ça a été vraiment une espèce de très grosse usine à gaz dans laquelle il a fallu synchroniser à la fois une flotte de 200 casques, de la lumière pour évidemment les casques ayant des très mauvais capteurs, il fallait pouvoir être capable d'éclairer beaucoup sans ruiner l'immersion. De la projection vidéo pour justement, vu que des calques étaient créés autour des danseurs pour les voir, donc forcément par effet de transparence on voit les murs derrière, donc il fallait pouvoir faire du mapping vidéo qui colle à ce qu'on voit à l'intérieur du casque, plus une bande son synchronisée. Donc c'était déjà quand même un bon gros steak. Combien de mois de travail? Ça a été un projet sur 2 ans à peu près, mais qui s'est beaucoup segmenté en phase de travail. Donc la chorégraphie étant vraiment faite d'un côté, toute l'étape de prototypage et de création a été faite par le studio de la compagnie. Et ensuite, on a eu 1 mois et demi de résidence à l'Espro. Il y a eu 6 mois de travail en 1 mois et demi. Il y a eu pas mal en peu de temps. Donc voilà, typiquement dans ce genre de création, ce qui est d'abord important, c'est déjà réussir de faire communiquer tout le monde ensemble. Donc il y a eu un gros travail de synchronisation, vu que l'idée était quand même de dire que si j'ai 200 personnes qui naviguent avec un casque autonome, comment je m'assure qu'ils voient tous la même chose, entendent tous la même chose et des choses timées et synchronisées. Donc ça a été... tout est passé via justement en gros un serveur qui a envoyé des informations OSC au casque afin de les synchroniser, plus la synchronisation en timecode entre nous tous. Et un des gros paris du coup pour justement nous du côté du son, était de réussir à rendre perceptibles ces environnements virtuels. Sachant qu'au niveau de la bande sonore, il y avait un percussionniste live, Florent Jodelet, qui jouait du coup dans un coin de la salle, qui était aussi visible dans l'expérience, qui du coup allait jouer dans différents endroits. Donc ça pouvait être des rues de Paris, des lieux plus abstraits comme des hangars énormes, des espaces très abstraits. Et donc il fallait justement essayer de trouver comment raccorder un peu l'expérience acoustique avec ce qui était vécu dans le casque. Donc c'est pour ça qu'on a eu plusieurs tests qui ont été faits justement sur d'abord de la réverbération un peu numérique, puis finalement se tourner vers des réponses impulsionnelles de salle qui permettait de justement donner un ressenti pour certaines scènes beaucoup plus réaliste et immersif, où on avait vraiment, en tout cas, la sensation d'être dans un espace différent, plus après couplé justement à des choses plus ésotériques, comme les outils de Benoît, pour justement venir simuler des jeux gigantesques, des choses vraiment géantes. En plus de ça, du coup, en termes un peu plus techniques, le fait d'avoir justement une scéno avec des danseurs tout autour pose forcément du mapping vidéo et de la lumière pose des grosses contraintes en termes d'accroche d'enceinte. On peut évidemment rien mettre dans le cadre, sinon ce sera vu dans la réalité virtuelle. Du coup, beaucoup de choses ont été faites avec le dôme en fixe de l'IRCAM, du coup, qui est un dôme de 89 haut-parleurs de 5 pouces,
plus une couronne de 12 pouces et de sub placée en dessous pour les éléments plus percussifs. Et enfin, un line array pour le percussionniste afin d'assurer un son live. Donc, ça fait pas mal de choses à gérer. Donc, tout ça a été fait justement avec l'outil que je vous ai montré avant, Panoramix, où l'idée, en termes d'implantation, c'est qu'on avait donc à la fois donc une console pour gérer toute la partie live, la session électronique qui était sur une session Ableton qui partait du coup avec notre spatialisateur Panoramix afin de spatialiser les différents éléments dans les différents sous-systèmes, que ce soit du coup le dôme, la couronne ou le point mono. Et ensuite, du coup, un moteur de spatialisation à part pour gérer les différentes reverbs impulsionnelles afin de pouvoir justement les doser et pouvoir les changer au cours du spectacle. Voilà. Je vais passer sur... Bon, c'était ce que j'ai déjà dit. Donc oui, pour... hop là, c'est pour... non, oui, ça. Voilà, donc l'idée c'était vraiment de pouvoir appliquer à... Vu que l'idée était vraiment portée sur l'immersion et sur la volonté de rendre un peu palpable un environnement, et puis surtout de pouvoir permettre à 200 personnes en même temps de pouvoir profiter d'une expérience un peu globale, c'était très intéressant d'avoir justement ces 4 un peu de niveaux de diffusion, entre du plus intime, avec des sons diffusés sur les casques pour avoir des choses vraiment collées, pour des voix ou des effets, à des choses plus macro pour justement avoir ces sensations d'espace global, d'ambiance. Il y avait une scène par exemple avec des feux d'artifice et des danseurs qui passaient à travers le public, donc pouvoir réussir justement à faire rendre un peu prégnant ces effets visuels avec un effet sonore crédible. Voilà. Un autre... Deuxième exemple. Donc le deuxième exemple sur lequel Benoît a travaillé justement, pour rester sur les projets vraiment exploratoires en termes de technologie, c'était le projet Twin Color. Donc le projet Twin Color était un projet un peu plus réduit, avec Murkoff, qui est un artiste mexicain électronique, et Simon Gailfus, qui est un artiste vidéaste, qui a plutôt l'habitude de travailler sur des moteurs vidéo maison, c'est-à-dire qu'il retravaille tout lui-même et code en général ses moteurs vidéo. Là, l'intérêt du projet était vraiment de pouvoir se confronter au moteur de jeu vidéo Unreal, de voir comment un moteur de jeu vidéo qui est plutôt pensé pour générer des jeux vidéo ou des choses en offline pouvait se confronter à un spectacle vivant, donc avec tout généré en direct. Donc à la genèse du projet, il y avait vraiment cette volonté de vouloir faire une espèce de parcours à travers un environnement un peu forestier dans lequel des présences apparaissent, et de pouvoir justement générer des éléments en live via Unreal, pouvoir synchroniser ces éléments à la bande son et au travail du musicien, et d'avoir une interconnexion justement entre le moteur de jeu vidéo et la partie musicale. Donc un des gros travaux qui a justement été fait avec Benoît était justement de pouvoir rendre un peu le travail d'Unreal, vu que forcément on peut le générer en temps réel donc pour de la vidéo, pouvoir le streamer et l'orienter vers d'autres technos. Oui, en fait, c'est que le Unreal, étant donné que le rendu est fait en temps réel, on peut recréer la même scène sur d'autres machines, des casques et d'autres outils. Et le défi était par contre d'amener le son qui était lui projeté dans la salle de concert, de le réinjecter dans la scène 3D à distance. Et donc, en essayant de garder justement le maximum de fidélité possible, en passant évidemment d'une salle de concert avec un espace énorme à une réduction plus petite sur casque. Donc voilà, grosso modo, l'idée était vraiment de pouvoir confronter un moteur de jeu vidéo à une pratique live de musicien électronique, avec justement toute la synchronisation et la spatialisation qui se faisait via notre moteur Panoramix. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Alors, merci beaucoup. C'était c'était un très peu de temps, un petit aperçu de ce qui se passe. Ouais, merci. Oui, il y a un applaudissement. Merci beaucoup. Vous avez vu le volet recherche qui est très important chez nous à l'IRCAM, et en même temps le volet production. C'est vraiment notre valeur ajoutée à l'IRCAM d'avoir cette connexion très étroite entre les chercheurs et les ingénieurs du son, les rimes, etc. Donc pour un artiste, ils sont gâtés quand ils arrivent chez nous.
Alors là, on a quelques minutes pour les questions, je pense. Voilà, on est allé sur des concepts voilà, de recherche, mais on peut tout à fait aussi échanger sur vos pratiques. Alors, voilà, je ne sais pas quel profil. Je sais qu'il y a des scénographes ou en tout cas des étudiants en scénographie dans la salle. Après, je ne sais pas pour les autres. Donc, voilà, les questions peuvent être assez variées. Vous avez vu que nos collègues sont très ouverts. Ah, voilà. Alors, il y a un micro salle. Parce que c'est enregistré, c'est podcasté et c'est voilà, suivi. Oui, sur d'ailleurs j'en live profite, streaming. il y a une autre présentation qui sera faite à 16h dans l'espace audio, dans la super salle qu'a fait Espace Concept pour des écoutes. C'est vrai que là on a beaucoup parlé mais on a peu écouté. Mais donc si vous voulez venir à 16h, il y aura beaucoup plus d'écoutes justement dans le cadre de production qu'on a pu faire. Oui, et d'ailleurs, tu ne l'as pas dit, mais le dernier projet qui a été fait, c'était pour le pavillon France à Osaka. Donc, merveilleuse expérience de nos collègues qui sont partis à Osaka pour cette expo. Donc, vous aurez l'écoute immersive de ce projet cet après-midi à 16h30. 16h. 16h, voilà, dans l'autre bâtiment. Donc, question, pardon. Oui, bonjour. Zach Camoun, moi je travaille avec Remu et le collectif MU. Je suis ingénieur du son et depuis plus d'une dizaine d'années, on travaille, nous, sur un dispositif immersif au casque en déplacement, donc avec suivi des déplacements, de la rotation de la tête. Donc vraiment, évidemment, c'était passionnant la présentation. Merci beaucoup. La question un peu plus précisément, votre intégration avec les moteurs de jeux vidéo, donc Unity, Unreal. Voilà, si vous pouvez en dire un petit peu plus. Nous, on a deux outils. Un outil qui est déployé en salle sur du software et hardware dédié, et un autre outil qui est sur smartphone qui tourne sur Unity. Donc évidemment, on est hyper intéressé de savoir si l'IRCAM voilà, si les outils IRCAM qu'on a utilisés, hein, qu'on connaît bien, l'IRCAM SPAT, etc. Vous connaissez quel outil? On utilise SPAT. On l'utilise pas en production, mais dans notre benchmarking, ça fait partie des outils qu'on a évidemment explorés, parce que si on veut faire de l'immersif de qualité, voilà, c'est le meilleur. C'est super. Je veux fâcher personne. Donc fait... voilà, cette intégration, parce que les moteurs de jeux vidéo, ils amènent aussi toute une mécanique quoi, qui est déjà fabriquée, de déplacement, etc. Merci. Ouais. Moi, en fait, je viens j'ai une carrière dans le monde du jeu vidéo avant de faire un doctorat et de m'orienter plutôt vers la recherche. Et donc là, pour le moment, les dernières années, j'ai fait un peu la veille technologique du truc pour comprendre ce serait quoi les besoins réels. Parce que les technologies existantes, spécifiquement chez Wyze, l'engin Wyze d'audio-kinétique, en fait quand même une bonne partie. Et c'est de comprendre comment le paradigme SPAT peut s'appliquer aux méthodes de travail. Et donc là, jusqu'à maintenant, on a fait, disons, un test. C'était d'amener un encodeur binaural de SPAT sous un plugin Wyze. Et l'idée, c'était vraiment de réussir à tout compiler, le code et tout ça, et de pouvoir le reconstruire dans l'autre environnement. Et donc, là, a priori, on a acquis l'expertise, la pratique pour pouvoir créer des choses. Maintenant, on s'est posé les questions récemment sur quels sont les besoins réels et tout ça. Et donc là, on est en train de finaliser du financement pour pouvoir créer des choses réelles dans ce domaine-là. Par exemple, amener des scènes ADM directement sous ces applications-là et d'avoir un rendu en dessous qui est par le SPAT. C'est toujours des défis disons, d'interface graphique et tout. C'est une chose d'amener disons, le code DSP, mais après, il faut pouvoir le manipuler et tout ça. Et donc, disons, en théorie, on peut faire plein de choses, mais on essaie de choisir vraiment où se focaliser. Et donc, on est ouvert, en fait, s'il y a des besoins. Moi, je suis très intéressé à avoir des retours, en fait, sur les experts, des gens qui aimeraient voir ces technologies-là arriver. Et donc, n'hésitez pas à me contacter, hein, je suis là. Et oui, pour rebondir, en tout cas, dans le cadre de la production avec Unreal, l'idée était vraiment, encore une fois, on en revient un peu au côté projet maison,
ça a été beaucoup de développement en fait pour faire des ponts entre Unreal et le SPAT. Donc il n'y a pas eu d'intégration de SPAT sur Unreal ou sur Unity. C'était vraiment plutôt créer des ponts pour envoyer des positions via OSC, pouvoir vraiment, dirons-nous, faire de l'interopérabilité. Mais il n'y a pas eu de volonté en tout cas d'intégrer. Oui, il y avait les deux. Il y avait la scène qui était. Oui, c'est ça. On a fait les deux en fait. Il y avait la scène qui était recréée en binaural aussi directement dans Unity. Tout à fait, oui. Et on a fait aussi des expériences qu'on n'a pas utilisées où l'artiste en fait injectait directement son son dans Unreal, où on a tenté en début de production de tout mettre dans Unreal en fait. Oui, mais c'était trop compliqué en fait. Ouais. En fait, la logique du jeu vidéo est vraiment sur une architecture qui est assez autre, mais je pense que je t'apprends rien. Du coup, je serais curieux de savoir comment vous faites tourner sur Unity. Bon, je pense que bon, peut-être qu'on pourra continuer cette discussion super intéressante parce que je crois qu'il y a des choses à creuser. D'ailleurs, j'en profite pour dire tous les utilisateurs des logiciels de l'IRCAM sont attendus pour notre grand événement annuel du 18 au 21 mars à l'IRCAM. Donc, n'hésitez pas à venir. Peut-être qu'on peut faire une deuxième question. S'il y a... Oui, on a un petit peu de temps. Ok, bon, alors c'est ouvert. Ça peut être des questions techniques ou autres, ou générales, plus sur l'IRCAM aussi, éventuellement. Merci. Moi, je suis étudiant en ingénierie du son. J'ai juste une question par rapport à votre intégration de l'intelligence artificielle dans... Forcément parce que c'est un sujet très actuel, mais du coup, qu'est-ce que ça change en soi dans la gestion des algorithmes par rapport à tous les outils que vous avez expliqués avant et que vous avez développés depuis là, en fait? Ouais, en fait, on s'intéresse beaucoup à l'oralisation. Donc, ce que j'ai présenté, en fait, on peut le qualifier d'oralisation de l'acoustique. Et on peut imaginer des cas, par exemple, en réalité augmentée, où on a un casque qui a à la fois des micros et un casque d'écoute. Et là, on veut pouvoir, par exemple, replacer des sources virtuelles, des sons virtuels, peu importe dans la salle où on est en ce moment. Donc, on pourrait dire, on enregistre l'acoustique en temps réel et on veut adapter automatiquement les sons virtuels à cette acoustique-là. Peu importe où on se promène dans notre maison ou dans des bureaux et tout ça. Et donc, là, disons, il y a une bonne maturité là en ce moment intéressante dans le domaine académique, la recherche en acoustique, pour pouvoir automatiser justement la recréation acoustique, si on peut dire, la reconstruction acoustique. Et là, ce qu'on va vouloir tenter, c'est de réinjecter, disons, notre expertise IRCAMienne, qui est de pouvoir nous permettre de modifier et d'avoir, disons, un rôle d'intervention pour modifier l'acoustique qui est recréée. Et donc, ça peut être typiquement donc, un algo qui va te proposer une reproduction qu'il juge intéressante et après des options pour pouvoir rehausser certains aspects, par exemple. Et je rebondis du coup sur ce que dit Benoît. L'IA est adaptée à plusieurs thématiques au sein de l'IRCAM, pas que les espaces acoustiques. Il y a tout un labo qui travaille depuis assez longtemps sur les agents autonomes pour de l'improvisation musicale, donc qui ont justement plusieurs logiciels, voilà, donc au max d'ici 2. Pour eux, en tout cas, la démarche est assez intéressante. C'est vraiment l'idée d'avoir des outils d'improvisation qu'on va donner à des musiciens. Donc vraiment dans une logique d'outils, pas de finalité, c'est-à-dire qu'on n'attend pas un peu comme ce qu'il peut faire sur Suno maintenant en génération de musique. On met un prompt, il nous crache une musique. Là, l'idée est plutôt de dire que tu as un outil qui va te proposer des choses avec des stratégies de jeu. Par exemple, je sais pas, suis mon rythme ou alors fais quelque chose de complètement décorrélé. Est-ce que tu suis la mélodie ou pas? Est-ce que tu peux interagir en question-réponse ou au contraire être très verbeux? Et finalement permettre justement à des musiciens d'avoir une pratique musicale avec des outils d'intelligence artificielle. Où Gérard Assayag, justement chercheur, lui a toujours à cœur, je pense, l'idée de dire que l'IA va être très bien dans un rapport d'outils, mais pas de finalité. Et j'en profite d'ailleurs, c'est que il y a justement le concert Improtech qui va être le week-end prochain, donc sur 2 soirs, vendredi et samedi à l'IRCAM, où justement vont être confrontés ces pratiques musicales-là. Où l'idée, c'est que ça va être beaucoup de chercheurs au sein du labo qui vont jouer avec des musiciens qui viennent de la scène free jazz,
pour justement avoir vraiment ce rapport. Enfin, ils font des concerts depuis extrêmement longtemps, mais d'avoir ce rapport vraiment de jeu et d'improvisation à l'aide d'outils avec de l'intelligence artificielle. C'est ça. C'était pas la thématique, évidemment, de cette rencontre, mais bien sûr, à l'IRCAM, on développe plein d'autres outils. Et donc, en effet, comme on disait aussi, on a des équipes qui travaillent sur ces sujets. Et tu n'as pas cité Rêve aussi, qui est un logiciel qui est développé à l'IRCAM et qui est utilisé gratuit. En plus, vous pouvez télécharger gratuitement et qui est utilisé dans le monde entier. On a découvert beaucoup d'utilisateurs de Rêve qui construisent des applications avec. On a encore peut-être une question dans la salle ou une remarque générale. N'hésitez pas. Ou Karine, tu veux dire quelque chose? Oui, bonjour. Bon, nous, on travaille dans un bureau d'études acoustique et on s'intéresse aux problématiques d'acoustique naturelle, d'acoustique de salle. Et du coup, on se pose la question de comment vous avez fait vos mesures, le micro sphérique. Oui. Alors, la référence au moins du micro, oui, parce qu'en bien sûr. fait, on est, au niveau instrumentation, on est un peu limité. nous. C'est très intéressant ces questions, parce que du coup, je laisserai pour la partie plus acoustique. En termes bruts, on utilise un micro ambisonique de la marque MH Acoustique, qui est du coup une sphère de microphone à 64 micros, qui nous permet en fait d'avoir une réponse impulsionnelle avec de l'information spatiale venant de toutes les directions. Et c'est vrai que moi, en tant qu'ingénieur du son, c'est vrai que la réponse impulsionnelle, c'est pas nouveau. AudioEase le fait depuis très longtemps. Là, la petite plus-value est qu'on va avoir quelque chose qui va rester dans le domaine de l'ambisonique. Donc avec les mains, ça permet juste d'avoir une reverb qui va pouvoir être utilisée sur un grand nombre de setups. Donc soit des choses comme justement notre salle de concert avec 80 haut-parleurs, des trucs plus petits ou pour du binaural, mais à chaque fois avoir un rendu qui va être vraiment hyper naturaliste et très fidèle. Juste j'imagine là un peu l'essence de la question. Pardon, et une enceinte E12 de chez DNB. Voilà. Donc en gros, c'est ce micro et une enceinte et un patch. Oui, donc ce que j'ai capté de la question, en fait, c'est un peu différent de ce que Clément explique. C'est que, en fait, ce qui vous intéresse peut-être, c'est de comprendre les caractéristiques acoustiques, c'est ça, à l'aide des captures? Oui, c'est ça. Et donc, nous, ce qu'on fait en recherche, en fait, on va partir des réponses impulsionnelles captées à l'aide d'un micro sphérique. Et on va faire en fait, on part du rendu, on fait des analyses par direction et en fait, on analyse la réverbération par direction. Ça, c'est une façon. Donc, il y a plusieurs formulations mathématiques de décomposition de cet espace-là tridimensionnel qui nous permettent de comparer les directions. Moi, typiquement, juste pour résumer ce que je fais, je pars de la prémisse que un champ diffus serait statistiquement équivalent dans toutes les directions. Et ce que j'affiche en bleu et en rouge, c'est ce qui se démarque de la moyenne, en fait. Donc, le blanc ça représente la moyenne, donc un champ qui est complètement diffus. Et ce qui m'intéresse, c'est de regarder ce qui ne correspond pas à cette prémisse-là. Et donc, il y a plusieurs façons de quantifier ce signal-là et de le représenter. Vous pouvez voir peut-être mes articles de recherche qui expliquent un peu le processus, mais c'est pas très compliqué en vrai. Il s'agit juste c'est du son, hein, c'est du signal sonore, donc on peut faire l'addition dans le temps, on peut regarder au niveau de différentes bandes de fréquences. Là, dans le cas de l'opéra de Helsinki, ce que je faisais, en fait, je regardais pour différentes bandes de fréquences, donc j'appliquais un filtre sur les réponses impulsionnelles mesurées et je les représentais sur la sphère à différents moments pour comprendre, en fait, c'est quoi l'apport énergétique de chacune des directions pour des moments donnés. Ça, c'est une autre façon de... Merci. Il nous reste 1 minute. Karine, tu veux dire quelque chose? Oui, je pensais juste si Benoît, tu peux peut-être montrer le site du forum. Comme ça, si vous voulez... Alors ça, c'est notre nouvelle boutique en ligne. Voilà, où vous trouvez tout. Ah oui, c'est vrai qu'il y a... C'est tout un exercice. Si quelqu'un voit la souris, levez votre main.
Alors, le site, c'est ah. forum.ircam.fr. Donc, vous trouvez toutes les informations aussi sur Improtech, l'événement dont on parlait. Tous les logiciels. Et je voulais juste signaler qu'on a aussi des offres pour les étudiants. S'il y a des étudiants ici, des tarifs... Oui, alors au fait, déjà, si vous voulez vous inscrire à notre newsletter pour être au courant de tout ce qui se passe à l'IRCAM, des logiciels qui sortent, des événements, etc., vous pouvez vous inscrire à notre newsletter mensuel. Là, notre prochain événement dont je vous parlais, c'est du 18 au 21 mars et ça permet de rencontrer d'autres utilisateurs de logiciels comme vous, d'autres développeurs, artistes, ingénieurs, chercheurs. Voilà. Et tout de suite, là, c'est Improtech, donc c'est l'événement dont Clément parlait juste avant qu'il y a lieu la semaine prochaine. Vous êtes tous invités à y participer. Et voilà, on a aussi un compte Instagram magnifique. Vous pouvez vous inscrire. Voilà, on vous accueille à l'IRCAM avec grand plaisir et merci de votre écoute. Merci beaucoup.